voulais en profiter pour faire une deuxième vidéo, mais alors là je vais la faire en français parce que ça concerne le sommet de la francophonie. Ouais, je voulais la faire, je ne l'ai pas faite, mais je pense que c'est utile. Alors c'est quoi cette histoire de sommet? Un sommet, c'est un sommet mondial. C'est un moment très important. Je veux dire, avoir eu la chance d'organiser un sommet en Tunisie, le sommet de la francophonie, le sommet de la langue française, est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est un événement pour lequel vous avez de l'argent et de l'argent pour organiser ça. C'est comme le Qatar qui a gagné le droit d'organiser la Coupe du Monde. D'abord, entre parenthèses, félicitations au Qatar, vous avez fait du bon travail, que votre équipe ait perdu. Moi, je trouve rien d'humiliant, mais bravo, vous avez fait... jusqu'à présent, on vous attaque, on vous méprise, on dit du mal de vous, très très facilement, c'est très déplorable. Mais vous êtes un pays riche, le Qatar, et vous avez mis votre argent pour réussir une belle fête, et je vous dis bravo. Donc nous avions le sommet de la francophonie, et nous avions un budget extérieur pour aider à l'organisation de ce sommet. Qu'avons-nous fait de ce budget? On a nettoyé la ville, on a repeint, on a essayé de donner une certaine beauté, mais enfin, qu'est-ce que je vais vous dire? J'ai l'impression que c'est banal, parce que ça revient à l'État. Ce travail de nettoyage, d'entretien, de poubelles propres, c'est l'État qui doit faire. Tout pays civilisé tient ces obligations. Bon, bref, souhaitons que ça continue après le sommet. Le sommet qui s'est terminé. Alors, ce que je voulais vous dire exactement, c'est en 1930, il y a eu le sommet ecclésiastique, je ne sais plus comment il s'appelait exactement, des catholiques. Le sommet chrétien s'est déroulé à Carthage en 1930. Vous savez, ce sommet va être très critiqué en 1933, après le congrès islamique de Jérusalem, où on se dit « Comment le christianisme sur une terre d'islam ?» Et alors, ils nous ont cassé les oreilles, ils nous ont fait beaucoup de mal. Mais vous savez que ce sommet de Carthage, je n'ai pas le nom exact, il faudrait que je retrouve mes notes pour l'expliquer, ce congrès, je ne sais plus comment il s'appelle, ce congrès du christianisme de Carthage en 1930, vous n'imaginez pas combien il a été important. Parce que on a restauré les ruines romaines, on a restauré le théâtre de Carthage. Vous imaginez que pendant 100 ans, on va vivre de ce théâtre de Carthage. On fait le plein avec ce théâtre de Carthage qui a été aménagé. Parce que si vous voyez des photos de l'époque, c'était une colline. Oui, c'était un ancien amphithéâtre, mais c'était juste une colline. Donc il a été restauré avec de la pierre, et on en a fait un théâtre romain qui a accueilli les John Baez, les Johnny Hallyday, les plus grandes stars mondiales sont passées par là, et c'est un festival qui dure à ce jour. Donc il y a un côté culturel qu'on a gagné avec ce congrès de Carthage de 1930. Alors il faut savoir, quand on a posé la question de savoir où on organise ce congrès, là il y avait Beyrouth et Carthage. Donc Beyrouth est chrétienne maronite, et Carthage c'est une population musulmane. Eh bien, les organisateurs ont préféré Carthage, ils ont dit Carthage, les gens sont tolérants, les Tunisiens sont tolérants, et comme ça. Les gens qui ont choisi, laissons-nous avec ces orientaux compliqués et conflictuels. Carthage, les Tunisiens sont gentils, sont tolérants. C'est la vérité, Yannis, c'est la vérité. On a une tradition polythéiste. On prie le Dieu de ta mère et celui de ton père, et on insulte celui de ta grand-mère et celui de ton grand-père. On est comme ça, on a une racine polythéiste. On est tolérant, on a quelque chose comme ça. Et donc, c'est ancien. Donc, il y avait cette tolérance. Donc, Carthage a été choisi pour ce congrès
ecclésiastique. Je m'excuse, je fais cette vidéo spontanée sans avoir pris mes notes. Et donc, voilà. Et on a gagné. On a gagné pendant chauffe, près de 100 ans. On a fait une marque culturelle. Et vous savez aussi autre chose, en Égypte, ce qu'on ne sait pas. Quand le barrage Ferdinand de Lesseps, le canal de Suez, quand il a creusé le canal de Suez, ils ont fait une grande fête et un grand opéra. C'était les années 1855, je crois. Vous savez qu'il y a eu un grand opéra. Et c'est de là que l'Égypte a gagné sa tradition lyrique, sa tradition musicale, sa tradition, parce qu'elle s'est perpétuée. Donc vous voyez, quand vous organisez un mouvement, une action comme ça, tellement importante, après il y a des effets sur 100 ans. Il y a un retour sur 100 ans, Yajma. Le théâtre de Carthage, il a les ruines de Carthage, la beauté de Carthage, et de tous ses environs, la mise en valeur des ruines romaines, eh bien, ça date de cet événement. Alors, je reviens donc à Djerba. Djerba a reçu de l'argent. D'abord, on peut remercier le président, si c'est lui qui a pris la décision, parce que les Djerbiens sont très fiers de leur président, quand il a choisi Djerba. Bon, c'est possible. Ce sera en tout cas une des bonnes actions qu'il aura prises durant son mandat. Eh bien, c'était peut-être l'occasion de parler du système insulaire, de l'originalité de Djerba, et voilà. Entre-temps, donc moi j'ai sorti 4 bouquins, donc ça pouvait servir. Donc on n'a pas su exploiter au maximum ce grand festival, ce grand sommet de la francophonie. Voilà. Bon, je pense qu'il s'est bien passé. Ou autre chose, moi je défends beaucoup la francophonie parce que je trouve que notre langue tunisienne est très proche du français. Je trouve que notre langue tunisienne, elle est construite avec verbe, sujet, complément, sur lequel vous ajoutez adjectif, vous ajoutez tous les mots que vous voulez. Donc il y a une structure. On n'a pas 23 sujets, hein. Anta, Wantuma, Wantahonna, Wantahonna, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, les deux, les trois, les deux femmes, les deux. Non, non. On a 7 sujets, je crois. C'est pas énorme. Et puis c'est tout. Donc on va à l'essentiel. Et en plus, c'est une langue grammaticalement structurée, dans le sens, si vous ne trouvez pas le mot, par exemple, si je veux dire pronostic, je ne vais pas chercher le mot pronostic en arabe. Bah, j'utilise le mot français, ou j'utilise le mot italien, ou j'utilise le mot grec, ou le mot anglais. Et vous voyez, la langue tunisienne est une langue ouverte par sa structure grammaticale. Tandis que l'arabe, celui que l'on veut nous imposer, celui qu'on nous impose, c'est pas qu'on veut, on nous l'impose, c'est un langage trisyllabique qui revient à la racine du mot. La racine, parce que tous les mots sont trisyllabiques. Quelques rares mots sont quadrisyllabiques. Donc il faut revenir aux 3 syllabes et créer un mot. Si le mot n'existe pas, vous devez l'inventer. Finalement, quand vous écoutez un discours belarbi, tu ne comprends pas, qu'est-ce qu'il veut dire? Quel est le sens exact du mot? Et une des confusions, par exemple, dans une des sourates, on vous dit, on parle des femmes du prophète en leur disant, vous devez parler sous le rideau de la tente. يعني مش ندخل في الجيتون نتكلمها من خارج الجيتون en dehors de la tente. Pas je m'introduis, non, c'est impoli, c'est de la pudeur, c'est élémentaire, c'est banal, vous me diriez-vous. Eh bien, pour les musulmans, la tente, ça devient la khima, ça devient le voile. Donc quand vous parlez à une femme, elle doit être... vous voyez, donc il y a les confusions de mots. Et vous voyez, c'est une langue qui devient étroite. Elle convient pour la poésie, je n'en dis convient pas. Pourquoi elle convient pour la poésie? Parce que tous les mots peuvent se terminer dans une voyelle. Et le fait de terminer dans une voyelle, ça vous donne une harmonie de poésie. Toute la poésie se termine toujours sous la même voyelle. C'est extraordinaire. Donc quand vous lisez un poème en arabe,
toute la prose se termine avec le ha ou le ta ou le voilà par la voyelle. Voilà. Donc chaque langue elle a ses avantages. Mais nous on est des Tunisiens. Nous avons notre langue vernaculaire que l'on appelle vulgaire. Vulgaire, c'est quoi vulgaire? Nous avons une langue, on doit la défendre, on doit avoir une académie. On est 12 millions, on n'est plus 3 millions, on est 12 millions, on peut parler notre langue. On comprend mieux quand on se parle dans notre langue. Et donc la francophonie, ça fait partie de nous-mêmes, c'est la langue de notre formation. Voilà, bon, allez. La seule chose, je m'éloigne quand je discute et que je parle tout seul comme ça. La seule chose que je voulais dire, c'est que quand on a la chance d'organiser un sommet, les effets culturels peuvent durer jusqu'à 100 ans. Vous voyez. Et malheureusement, dans ce sommet de la francophonie, nous n'aurons pas marqué notre marque, là, notre marque djerbienne. Et bon, c'est un petit regret. Et je crois qu'on a raté le coche quelque part. Bon, il s'est bien passé, mais il s'est passé comme un banal festival. Des festivals, il y en a tout le temps. Donc on n'a pas besoin d'avoir les élections, les budgets, les négociations, les organisations. Un festival, un artiste peut organiser un festival. Donc ça s'est passé un peu plus comme un festival national où il y avait toutes les représentations de tous les pays francophones, de tous les pays qui parlent de la langue française, avec bien sûr le très grand regret d'absence de l'Algérie, l'Algérie qui ne veut pas être représentée parce qu'elle a une vision politique et c'est dommage. C'est dommage parce que en Algérie, la population parle bien français. Peut-être qu'ils ont perdu du terrain ces dernières années, mais les Algériens parlent bien français. Et je ne vous cache pas que ma compétence linguistique en français, elle tient de cet héritage algérien aussi. Allez, j'ai pas mis le micro, j'espère qu'on peut m'entendre. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.